la vitesse de la lumière est un invariant. Alors, est un invariant, ça ne veut pas dire qu'elle est constante. La vitesse de la lumière, elle n'est pas constante. Quand elle se propage dans l'air, elle ne va pas à la même vitesse que dans le vide, ni à la même vitesse que lorsqu'elle va dans l'eau, par exemple. Donc sa vitesse dépend du milieu dans lequel elle se propage. Mais invariant, ça veut dire invariant par changement de référentiel. C'est quelque chose d'assez difficile à comprendre, parce que nous, on est habitués dans notre monde quotidien à ce que les vitesses s'ajoutent. Quand vous marchez sur un tapis roulant, votre vitesse par rapport au sol immobile, c'est celle du tapis roulant plus la vôtre sur le tapis roulant. Donc on ajoute les vitesses. Ben, avec la lumière, ça ne marche pas. On ne peut pas ajouter une vitesse à la vitesse de la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple une voiture s'approche de moi, tout phare allumé, avec une vitesse, je parle de celle de la voiture, qui est la moitié de la vitesse de la lumière, la vitesse de la lumière que je vais mesurer pour celle émise par les phares de la voiture, ça ne sera pas 1,5 fois la vitesse de la lumière. Celle de la voiture plus celle de la lumière, ça sera la vitesse de la lumière. Quelle que soit la vitesse de la voiture, en fait, qu'elle avance vers moi, qu'elle soit immobile, ou bien qu'elle recule, la lumière qu'elle envoie sur moi aura toujours la même vitesse. Et quelle que soit ma vitesse à moi dans l'espace, la vitesse de la lumière par rapport à moi sera toujours la même. Par exemple, si un photon, un grain de lumière, me double sur ma gauche, à la vitesse de la lumière, je peux me dire, je vais le courser. Je cours après. Donc je cours, par exemple, à la vitesse de la lumière, moins 10 km/h. Je me dis, tiens, encore un effort et je la double, ou je l'approche. Ben non. Même si je cours presque à la vitesse de la lumière, derrière la lumière, la vitesse de la lumière par rapport à moi restera égale à la vitesse de la lumière. C'est complètement contre-intuitif. Et ça amène Einstein, dans cet article, à repenser, comme vous le savez, les relations entre l'espace et le temps. Et il pose des questions assez naïves, en fait des questions d'enfants. Il le dit lui-même. J'ai posé des questions d'enfants que j'ai résolues avec un cerveau d'adulte. Par exemple, enfant, il s'était posé la question, je ne sais pas si les enfants dans la salle que je vois se sont déjà posé la question, il s'est posé la question, qu'est-ce que il se passerait si de la lumière était capable d'émettre de la lumière? On ajoute les vitesses, on l'apprend à l'école, donc la vitesse de la lumière émise par la lumière serait 2 fois la vitesse de la lumière. Oui, mais si la lumière émise émet à son tour de la lumière, quelle sera la vitesse de la lumière émise par la lumière émise? 3 fois la vitesse de la lumière, puis 4, puis 5. Et on fabrique donc un escalier cinématique vers l'infini. Donc du haut de ses 15 ans, Einstein comprend que si la lumière pouvait émettre de la lumière, il y aurait de la lumière de vitesse infinie. Après, il se demande qu'est-ce que je percevrais si j'étais à cheval sur un rayon lumineux. Si mon corps chevauchait un rayon lumineux. Ben, il serait dans la même situation, je parle du corps d'Einstein, que lorsqu'on est sur la crête d'une vague et qu'on fait du surf. Quand vous êtes sur une vague, en surf, vous avancez en même temps que la vague. Donc la vague qui est devant vous est immobile par rapport à vous. Celle qui est derrière vous est immobile par rapport à vous. Donc vous voyez une onde stationnaire. Quand vous faites du surf, vous voyez des vagues formant un système stationnaire, fixe. Einstein s'est dit, puisque la lumière est faite d'ondes, si je suis à cheval sur une onde, je vais voir des ondes électromagnétiques stationnaires. Mais il savait, là il avait 16 ans, que les équations de Maxwell qui décrivent les ondes électromagnétiques n'ont pas de solution stationnaire. Donc il se dit, soit les équations qui disent que c'est impossible sont fausses, soit l'expérience que j'ai imaginée est impossible. Et en 1905, il répond à ces 2 questions d'enfant. Quelle serait la vitesse de la lumière émise par la lumière? Réponse, la vitesse de la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière bat toujours à la vitesse de la lumière. Qu'est-ce que je percevrais si j'étais à cheval sur un rayon lumineux? C'est même pas la peine de se poser la question. Pourquoi? Parce que la lumière bat toujours à la vitesse de la lumière. Donc je ne peux pas être immobile par rapport à elle. Elle est toujours en mouvement par rapport à moi. Donc ça, c'est 1905, juin, article dans lequel il pose des questions du genre, première page, qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare? Il répond,
Ça veut dire la petite aiguille de ma montre pointe sur le 7 au moment où le train arrive à quai. Merci, monsieur Einstein. Grâce à vous, on apprend ce que veut dire lire l'heure. Mais après, il pose une deuxième question. Qu'est-ce que je veux dire si je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare de Lyon, par exemple? Je parle de celle qui est à Paris. La gare de Lyon de Paris. Parce qu'il y a une gare de Lyon à Lyon, mais je parle de celle de Paris. Si un train arrive à 7 heures à la gare de Lyon, si je suis à Marseille, comment je fais pour savoir à Marseille qu'il est 7 heures à Paris? Il faut qu'on m'envoie une information. Et cette information, elle réclame une certaine durée. Donc si avec des jumelles, étant à Marseille, je vois une horloge indiquant 7 heures à Paris, est-ce qu'il y a encore 7 heures à Paris quand je vois écrit 7 heures sur l'horloge de Paris? Le temps que la lumière a mis pour m'arriver, l'aiguille a avancé. Donc quand je vois 7 heures à Paris, c'est qu'il est déjà plus 7 heures à Paris. En fait, je vois le passé de Paris. Ce qui doit plaire aux Marseillais d'ailleurs. Je dis n'importe quoi. J'ai une journée compliquée, je dis n'importe quoi. Mais tout ce que je dis est vrai. Hein. Et il y a une troisième question. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare de Lyon si moi, je suis en déplacement par rapport à la gare de Lyon? Et là, tout le monde est mort. Voilà une question que personne ne s'était jamais posée, puisque tout le monde est persuadé, au motif que nos montres ne se désynchronisent pas les unes par rapport aux autres. Par exemple, aujourd'hui, j'avais rendez-vous. Bon, alors, c'est pas le bon exemple. Bref, si on prend rendez-vous à quelqu'un pendant 15 jours à une certaine heure, eh bien, on s'y retrouve s'il n'y a pas de problème de transport. On s'y retrouve à l'heure dite, quels que soient les mouvements qu'on a effectués dans l'espace. On peut prendre l'avion, on peut prendre le train. Ça ne désynchronise pas ma montre de celle de la personne avec qui j'ai rendez-vous. J'en déduis quoi? Que le temps est universel, il est le même pour tout le monde, et il est absolu parce qu'il ne dépend pas du mouvement. Et on vit tous avec cette idée. Mais cette idée, c'est ce que montre Einstein en 1905, elle est fausse. Elle est vraie dans notre monde parce que nos vitesses de déplacement sont négligeables par rapport à la vitesse de la lumière. Alors Marion Montaigne, votre 6e tome du Tu mourras moins bête s'apprête à sortir aux éditions Delcourt. Il est en avant-première ici à la librairie des Utopiales. Ça commence toujours par des questions. On a un florilège de questions dans tous ces albums. Pourquoi les tyrannosaures avaient-ils de si petits bras? Peut-on greffer une tête sur un autre corps? L'orgasme est-il un bon somnifère? Comment ça vous vient toutes ces questions? C'est les Pour la dernière, on va se demander, ouais. Non, mais en fait, soit c'est des lectures, parce que régulièrement, j'essaye de suivre ce qui se fait. Enfin, j'ai des petits vulgarisateurs que j'aime bien, et j'essaye de suivre ce qu'ils font. Des fois, c'est des questions que je me pose, donc je suis insupportable au cinéma. Je me dis, mais est-ce qu'on peut vraiment faire un virage dans l'espace, vu qu'il n'y a pas de résistance de l'air, donc je suis chiante, quoi. Après, des fois, il y avait des gens qui m'écrivaient et qui me posaient des questions, et des fois, j'avais absolument pas de réponse. Ou je me souviens de pourquoi mes crottes d'yeux sont marrons et ceux de mes chats sont jaunes, ou l'inverse. Bon, ça dépend ce que... Ouais, enfin voilà. Non, mais hyper intéressant. Il y a ceux qui me prenaient pour un médecin et qui m'envoyaient des photos de leur grain de beauté, et je leur disais, allez voir un médecin. Et puis des fois, c'est des discussions. Mais ouais, je me pose des questions. Et puis c'est à force aussi de rencontrer des scientifiques. Plus on en apprend, plus on se pose des questions, plus on se rend compte qu'on sait rien. Et si on brode... Si on prend un sujet et qu'on le brode à l'infini, on part assez loin. Vous racontez dans un album justement qu'il y a un scientifique, un jeune post-doctorant qui vous envoie sa thèse sur la glissabilité des escargots. Tiens, ça va faire une bonne BD. Enfin... Ah ouais. Ouais, oui, mais ça peut paraître bête des fois. En plus, j'adore ce genre de science. Il y a même un prix pour ça qui s'appelle le prix Ig Nobel, je sais jamais. Ig Nobel. Et en fait, ça paraît absurde dans l'intitulé, mais c'est assez sérieux. Par exemple, il y en a un, il a longtemps, il a posé des spaghettis cuits sur un tapis marchand roulant. Vraiment, il
poser comme ça des spaghettis. Il a étudié tout ça, il a mis en calcul. Évidemment, tout le monde se fout de lui, super. Mais en vérité, ça peut servir pour poser des grands câbles au fond des océans pour avoir Internet. Donc, vous voyez, peut-être que la bave d'escargot va sauver le monde. Et les Ig Nobel, d'ailleurs, j'invite tout le monde à jeter un œil à cette sélection. C'est une parodie des Nobel sur des découvertes très sérieuses. Hein. C'est de la vraie science, mais avec des sujets absurdes. Oh, ouais. Une étude aussi sur la quantité de bave qu'un enfant de 5 ans est capable de produire. Ouais, 500 millilitres par jour. Ah non, j'en ai plein qui me viennent en tête, mais ils sont tous un peu dégueulasses. Il y en a un, il a eu le prix Ig Nobel pour avoir découvert comment bien décoincer la peau d'un kiki d'enfant coincé aux urgences. Il y a une technique qui a le prix pour décoincer ça. Et même, j'en ai développé plein dans les BD, mais ils sont tous cathos, je me rends compte. On en parlera plus tard, mais, si vous voulez. Ça commence de En tout cas, ce qui vous inspire, on peut dire que c'est quand même cette part d'imaginaire qui est liée aux sciences. C'est l'absurdie, le surréalisme qu'il peut y avoir dans la recherche scientifique parfois. Oui, puis en fait, c'est aussi un peu... enfin, moi, au lycée, au collège, je croyais que les scientifiques, ils étaient tous hyper sérieux. Enfin, non, ils sont sérieux, mais j'avais une image de la science. C'était comme la religion, on n'y touchait pas. C'était les gens hyper intelligents qui le faisaient. Ils avaient des mots compliqués. Il fallait être une tronche... avoir 19 sur 20 tout de suite comme ça, en révisant pas du tout. Donc c'était une classe un peu incroyable. Et c'est une manière aussi un peu de le rendre moins terrifiant, de montrer par ces petits côtés-là. Et aussi, je trouve que c'est souvent touchant. L'humain, il fait ce qu'il peut. Il est sur Terre, il n'a pas le mode d'emploi. Il y a des trucs qu'il ne comprend pas. Et petit à petit, il essaye de chercher. Moi, je trouve ça très poétique. Un gars qui passe sa vie à étudier la bave d'escargot, je trouve ça génial. On nous demande d'être productif économiquement, et le mec il étudie des baves d'escargot. C'est génial. Poésie totale. Vous passez pas mal de temps dans les laboratoires. Est-ce que c'est des lieux qui vous inspirent ? Quel est votre regard justement sur ces espaces-là ? Après, ils sont assez variés. Après, ils sont toujours surprenants parce que moi, j'ai une image très liée à l'ASF. Je me souviens de chercheurs qui m'avaient proposé de voir des lasers qui fusionnent. Donc, je m'étais imaginé quelque chose de fantastique, comme dans Iron Man, un truc énorme, une salle illuminée comme ça, et avec une scène, et ça allait faire un truc incroyable. En fait, c'est petite pièce pourrie avec non mais c'est pas nul, mais on a une image, un imaginaire. Je pense que notre cerveau, entre s'accrocher à ce qu'il a vu sur Netflix et rien, le flou des possibilités, il s'accroche à ce qu'il connaît, et la vérité est un peu plus compliquée. Les moyens ont un peu moins la science a un peu moins de moyens peut-être qu'Iron Man, et donc non, c'était un truc avec recouvert beaucoup d'aluminium et qui faisait juste mais ça, c'est marrant. C'est aussi, je me moque aussi du décalage entre ce que j'ai dans le crâne et la réalité, mais le résultat est très important pour la science. Mais ça, c'est intéressant parce que ce que vous dites sur le laser, qui dans nos esprits paraît être complètement science-fictionnesque, il y a quelque chose qui est dans votre travail aussi, un autre album que j'adore, qui s'appelle Nos mondes perdus, qui a été paru en 2023 chez Dargo. L'an dernier, oui. L'an dernier, et donc oui, en 2023 et en 2025. Et vous interrogez justement, vous parlez de la naissance de la paléontologie et de comment justement on s'est intéressé à représenter les dinosaures qu'on n'a jamais vu. Et donc, comment, justement, on représente l'impensable, l'impensé ? C'était compliqué, surtout que les gars, au début, ils avaient qu'une molaire ou un bout de mâchoire. Donc, voilà, au bout d'un moment, c'est l'intervention du scientifique, de l'artiste dans le milieu scientifique, ce qui me rappelle un peu quelque chose, qui se retrouve à devoir représenter ce que les chercheurs étudient. Et là, il y a eu toute cette problématique de j'ai qu'une molaire, comment j'extrapole en fait. Donc on cherche ce qu'on connaît déjà, ce qui ressemble le plus. L'iguanodon par exemple, on s'est dit ça ressemble à une dent d'iguane, sauf que c'est beaucoup beaucoup plus gros. En toute proportion gardée, ce truc devrait mesurer 60 mètres. Va pour un iguane de 60 mètres, quoi. Donc, avec en plus, en rajoutant par-dessus les croyances, et ça, c'est un truc qu'on fait toujours aujourd'hui, les clichés qu'on a sur les animaux ou même sur les dinosaures. Parce qu'à l'époque, on se disait, s'ils ont raté la grande sélection de l'évolution, contrairement à nous, c'est qu'ils étaient un peu nuls. Donc longtemps, on les a représentés un peu patapouf, avec une queue qui traîne au sol, parce qu'on était persuadés qu'ils étaient à sang froid, qu'ils sortaient des marais
à se traîner. Souvent, ils étaient seuls. C'est marrant de regarder vraiment les dessins à cette époque. On sent qu'ils triment un peu. C'est-à-dire déjà le décor, bon, on va faire un petit palmier parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y avait. On va mettre un peu de prêle. Et souvent, le truc est seul comme ça. Et même des fois, ils mettent, dans les années 30, ils mettent « Regardez cet iguanodon qui considère bientôt sa disparition. Clown triste qui bientôt va baisser sa révérence. » Donc voilà, et ils projetaient beaucoup de choses. C'est assez touchant. C'est encore une fois l'humain qui essaye de comprendre ce qui s'est passé avant lui. Un des dossiers qui m'ont occupé sur les 3 dernières années, il s'appelle Julian Assange. Et pour moi, c'est une première, la première fois dans ma vie que je rendais visite à quelqu'un qui compte pour moi en prison. Pas la première fois en prison, hein, puisque ça m'est arrivé dans le temps de faire des conférences publiques, d'y passer en tant que député, mais la première fois que j'ai à titre personnel rencontré quelqu'un avec qui il y avait une relation personnelle. Et donc, je vais vous parler de prison. L'actualité aujourd'hui est sinistre. Je me suis dit que c'était bien d'en rajouter encore une couche. Et donc, chers amis, le thème d'aujourd'hui, ce sera les prisons. Alors d'abord, comment ça se passe quand vous rendez visite à Julian Assange à la prison de Belmarsh? Un lieu extraordinaire, une prison de haute sécurité, prison de type A britannique, il en existe 10 sur le sol britannique, c'est réservé aux prisonniers les plus graves, les plus dangereux. Même Radovan Karadzic, qui a été condamné pour crimes contre l'humanité et génocide, est lui enfermé dans une prison de catégorie B. Julian Assange a droit à une prison encore plus sûre. C'est une prison surpeuplée comme toutes les prisons dans les pays qui nous intéressent aujourd'hui, comme en France d'ailleurs, où on a un taux de remplissage des prisons qui dépasse les 140%. Donc vous faites votre demande auprès de l'administration pénitentiaire à Belmarsh. Belmarsh, oui, je dois ajouter encore, c'était l'endroit c'était à cet endroit-là qu'étaient fabriquées les munitions qui garder l'ordre et semer la terreur dans tout l'Empire britannique. C'est juste à côté d'un entrepôt historique de données confidentielles défense sensibles. Et donc c'était l'endroit rêvé pour emprisonner un militant pacifiste qui s'est levé contre le secret défense. Dans ce symbole de l'emprisonnement à Belmarsh, on n'aurait pas pu rêver mieux si on avait été un romancier chargé de deviner où est-ce qu'on allait emprisonner le journaliste Assange. Je dis bien journaliste parce que ce pourquoi il est accusé, c'est bien d'avoir publié des informations qui sont tout avérées vraies à travers Wikileaks. S'il est aujourd'hui menacé en prison, c'est sans avoir jamais été condamné pour quoi que ce soit, mais uniquement parce que les États-Unis souhaitent qu'il soit maintenu au secret jusqu'à ce qu'aboutisse leur dossier, leur demande d'extradition, où il lui concocte un procès aux petits oignons, puisque l'acte d'accusation porté par l'administration Biden lui propose 175 ans de prison. Que cela soit très clair, c'est un message solennel adressé par les États-Unis au monde entier. Si vous publiez des informations qui nous dérangent et qui attentent à notre secret, où que vous soyez, qui que vous soyez dans le monde, quelle que soit votre nationalité, vous soyez australien ou français ou qui que ce soit, où que soit votre pays d'exercice, nous avons le droit de vous poursuivre en vertu de l'Espionnage Act, qui a un siècle et quelque chose comme ça, mais dont on va récupérer tous les tiroirs et sous-tiroirs pour vous attaquer. Julian Assange est aujourd'hui le journaliste le plus décoré du XXIe siècle. À peu près toutes les associations de journalisme dans le monde ou les associations qui militent pour les droits humains lui ont attribué des prix. Évidemment, il ne va pas les chercher. C'est sa femme qui s'occupe comme elle peut, se débrouille pour aller les chercher ici et là, faisant garder ses enfants par des militants et ainsi de suite. Et Julian Assange est aujourd'hui traité purement et simplement comme un terroriste. Dans une prison 2 mètres sur 3 où il est à l'isolement 23 heures sur 24. Avec la possibilité 2 ou 3 fois par semaine d'avoir, en moyenne 2 fois par semaine, d'avoir un visiteur pour 1h30. Et ce jour-là, c'était moi, le visiteur à l'entrée à la prison de Belmarsh. Il faut s'enregistrer plusieurs mois à l'avance auprès de l'administration pénitentiaire, bien sûr. Quand je suis arrivé, j'ai montré mon identité, le passeport, la preuve de résidence. J'ai été examiné, tamponné à l'encre invisible. Le guichet a tout de suite refusé le livre que j'avais apporté pour Julian Assange en disant qu'il avait déjà plus que le quota attribué, d'où il y a cette notion intéressante qu'un prisonnier qui lit trop de livres est un danger supplémentaire pour la société.
On vous signifie que vous avez le droit de garder uniquement la petite pancarte qui décline votre identité et votre numéro, je ne sais pas, 47 740 ou qui c'est quoi. Et puis un papier administratif qui donne l'autorisation. Tout le reste, vous le mettez dans le casier, que ce soit les portefeuilles, les téléphones, les papiers. Vous n'avez pas le droit au stylo, bien sûr. Vous n'avez pas le droit au carnet. Vous n'avez pas le droit aux journaux. Vous avez le droit juste à cet élément, la petite pancarte qui indique. Et puis vous avez droit à 25 livres en liquide pour acheter des menus consommation pendant le temps de la parole. Vous passez une barrière, 2 barrières, 3 barrières, 4 barrières, 5 barrières, des endroits avec des murs. Vous avez une fouille type aéroport avec un portique. Vous avez une fouille au corps avec une palpation bien poussée. On vérifie que vous n'avez rien sous la langue, rien dans les oreilles. On vous fouille au chien, il y a le chien qui vient sur vous, qui se répand sur vous et tout ça, vous vérifiez que vous n'avez pas de drogue et tout ça. Et puis après toutes ces étapes franchies, vous arrivez au parloir, on vous attribue la place, vous êtes une dizaine de visiteurs, il y a une 50aine de tables, on dit voilà ce sera la table C1. Et pendant l'heure qui suit, l'heure et demie qui suit, vous allez être le lien du prisonnier avec le monde extérieur et son seul lien avec le monde extérieur, l'humanité. Et évidemment, la conversation est probablement enregistrée discrètement, mais en tout cas, vous faites comme si. Et donc, pendant cette heure et demie, c'était la conversation. Une première pour moi, parce que Julian Assange, depuis que j'ai rencontré sa femme, à l'époque c'était sa compagne, Stella Maurice, maintenant Stella Assange, en 2020, j'étais l'un des députés avec François Ruffin qui ont vraiment œuvré pour que ce soit débattu en hémicycle. On a été, l'un de nos faits d'armes, ça a été de réussir, Ruffin, moi et de Temerman, à inscrire le sujet à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale en profitant des niches, etc. Et de faire en sorte que tous les groupes parlementaires français, tous sans exception, s'expriment pour dire que le sort qui lui était réservé était indigne d'une démocratie. Démocratie constitutionnelle, démocratie occidentale, avec tout le corpus de règles dont la Grande-Bretagne est si fière et que pourtant elle a trahi. Et nous avons, donc j'ai beaucoup fréquenté ces 3 dernières années, sa femme, je connais ses enfants, je connais son père, mais c'était la première fois que je le rencontrais physiquement. Et c'était quelque chose, c'est quelque chose d'émotif. Et ça a été une conversation pendant 1 heure et demie. Et une conversation dans laquelle j'ai pu voir que Assange, d'abord, évidemment diminué physiquement avec son embonpoint, avec sa difficulté à faire des choses simples, ne serait-ce qu'éplucher la banane que je lui avais achetée, évidemment était diminué physiquement, pas intellectuellement. Les livres sont ses meilleurs amis au sein de la prison, à tel point qu'il a enlevé son lit pour ne garder qu'un petit matelas genre yoga pour faire plus de place pour empiler les piles de livres qui lui servent de seul compagnon maintenant. Ça a été une conversation entre personnes qui ont baigné dans le même bain. Julien est un geek, enfin le même genre de culture geek dans laquelle j'ai baigné. On a parlé de Shannon, on a parlé de Turing, on a parlé de Hardy, on a parlé des physiciens. Il sait ce que c'est Boltzmann, il sait ce que c'est le genre d'équation. Quand il parle de mon livre, il dit bien c'est l'équation de Vlasov et pas comme le croient la plupart des gens qui l'ont lu superficiellement l'équation de Boltzmann parce que j'en parle au début. Il vous parle de relativité, de la réflexion sur la relativité restreinte comme de quelque chose qui a été important pour lui à une époque où il était sans livre et isolé en cellule avec un serial killer auquel il voulait pas faire la conversation et ayant pour seul recours pour pas devenir fou que de réfléchir à son cursus de physique et de géométrie, celui qu'il a suivi quand il était étudiant en physique en Australie. Et donc on a parlé de tout ce genre de choses. On a parlé de politique, on a parlé d'auteurs, de romans. Les auteurs que Julian a une érudition qui m'a surpris à plus d'un titre. Quand je lui ai parlé de l'île de Wight où j'avais été, il a tout de suite parlé de la prison qui s'y trouvait, tel prisonnier qui était enfermé. Quand on a parlé de Dostoïevski, il m'a parlé de les écrits de Dostoïevski avec les petits chapelets qu'il avait constitués comme moyen mnémotechnique pour mémoriser les livres qu'il écrivait dans sa tête en vers. Et il avait lu Dostoïevski dans le texte, il m'a dit c'est très important que tu lises Le Premier Cercle, etc. Il avait lu Gramsci, il a lu les auteurs mathématiciens dont je parlais, les romanciers qu'on peut avoir en commun comme dans nos goûts, comme Neil Gaiman et d'autres. Et donc ça a été avant tout une conversation, quelque chose qui est presque aussi important à apporter à une personne qui est en difficulté, presque aussi important à apporter pour survivre que de l'eau potable ou de l'espoir, qui s'appelle juste de la conversation. C'est un très grand scientifique qui s'appelle M. Rutherford, qui se trouve un jour dans son laboratoire et il est devant un bloc
d'uranium et un compteur Geiger, qui enregistre les clics que donne la désintégration lente de l'uranium. Alors c'est clic, 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 clic. Il est tout à fait surpris de se rendre compte que cette séquence temporelle, avec ces clics plus ou moins fréquents, a quelque chose qui semble être tout à fait au hasard, qu'il lui semble qu'il n'y a pas de cause possible à cette séquence. Alors il va investiguer la question, il va se demander s'il y a dans la nature des événements qui sont dus au pur hasard, qui n'ont pas de cause. Et ça va devenir un des problèmes les plus importants de l'astrophysique, parce que cette affirmation semble être à contre-courant de tout ce que la physique a fait jusque-là. Cette question de la causalité arrive en physique il y a bien longtemps, mais en particulier, elle est illustrée par le comportement des corps célestes. Par exemple, avec Newton, avec Galilée, on arrive à la conclusion que tous les événements ont une cause. Et l'idée qu'il puisse y avoir des événements qui n'ont pas de cause est quelque chose qui est contraire à la pensée, qui va influencer l'astrophysique et d'ailleurs toutes les sciences, qui est comme une sorte de fondement des sciences. Cette notion, qui date du XVIIIe siècle à peu près, en tout cas son fondement scientifique, va pénétrer toute la physique et va devenir un peu comme un dogme. Et elle est illustrée en particulier par un physicien français qui s'appelle Simon Laplace et qui va lui dire que l'univers, le cours du temps est marqué par une causalité absolue et qu'il arrive à la conclusion qu'un esprit qui connaîtrait toutes les causes et la présence de tous les objets pourrait, pour lui, le futur serait parfaitement mesurable, serait prévisible, et que donc tout le monde est dominé par cette influence d'une causalité absolue. Et donc, il n'y a pas de place dans ce monde-là pour ce que Rutherford vient de subir, c'est-à-dire cette impression qu'il y a des événements qui n'ont pas de cause, c'est-à-dire la séquence des sons qui sont entendus, qui sont enregistrés par ce compteur, et que cela semble être quelque chose qui n'est pas compatible avec la physique. On arrive là aux années maintenant 1920, quand se développe la physique quantique. La physique quantique, c'est une drôle de physique. C'est une physique qui affirme qu'il y a des éléments, des événements qui n'ont aucune cause, et qu'en particulier, un de ceux-là, c'est la désintégration de la matière radioactive, mais il y en a des quantités d'autres, et qu'au total, les lois de la physique que l'on croyait complètement déterminer l'avenir, ce n'est pas vrai. Elles ne sont pas déterministes, comme on dit, elles sont probabilistes, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent prédire que la probabilité d'événements et non pas leur résultat fixe et déterminé. Alors, pourquoi devons-nous croire la physique quantique? C'est pas qu'on puisse pas en discuter longuement, c'est que la physique quantique est la science la plus précise qu'il y a aujourd'hui. C'est le chef-d'œuvre des sciences qui peut décrire la réalité avec une précision supérieure à une partie dans 1 milliard. Et c'est à ce titre que nous devons l'accepter, non pas parce que nous la comprenons pas, mais parce qu'elle permet de prédire la réalité avec une précision fantastique. Alors, ce qu'elle affirme sur la réalité, on ne peut que le prendre au sérieux. Si on ne veut pas, on peut refuser la physique quantique, mais alors là, pour expliquer tout ce qu'elle explique, on est vraiment dans une mauvaise posture. Donc, c'est plutôt un comportement réaliste
qui dit « Quand une science décrit les choses avec cette précision, il faut la prendre au sérieux, même si elle ne colle pas avec nos intuitions. » Conclusion, si la réalité n'est pas déterminée totalement, il est évident qu'on ne peut pas prédire l'avenir. Parce que pour prédire l'avenir comme le voulait Laplace, il faudrait avoir confiance que les lois de la physique sont déterministes et déterminent exactement le futur. On apprend par la physique quantique que ça n'est pas vrai. Il y a des quantités d'événements qui ne peuvent pas être prédits avec une grande précision, ce qui introduit un élément de hasard dans nos connaissances de la physique, et cet élément de hasard ne nous permet donc pas de fixer définitivement ce qui va se passer. Alors, vous voyez, deux éléments de la physique, Newton et Galilée, qui, après avoir bien compris l'importance de la causalité, énoncent l'idée que les lois sont déterministes, et quelques décennies plus tard, les expériences de Rutherford apprennent qu'il y a des événements qui ne sont pas déterminés, mais qui sont laissés au hasard, et cela change complètement notre vision du futur, évidemment. Et en particulier, ce comportement de la matière nous apprend que s'il y a des choses qui sont non déterminées complètement, ça ouvre la place à la liberté. Évidemment, ce que Newton et Galilée n'avaient pas deviné, c'est que dans l'optique d'un futur complètement déterminé, il n'y a pas de liberté possible. Le 31 juillet 1944, à 8h45 du matin, le commandant Antoine de Saint-Exupéry décolle pour sa dernière mission, une mission de reconnaissance sur P-38, et il ne va pas rentrer. Il a 4h30 d'autonomie, et en fin de matinée, personne ne le voit revenir, l'inquiétude monte, et en fait, on attendra la fin de la journée pour avoir vérifié qu'il n'est pas posé sur un terrain allié quelque part, et pour le déclarer mort, disparu en mission de guerre pour la France. Et comme celui du Petit Prince, son corps n'a jamais été retrouvé. Cette année, ça fait donc 80 ans, donc c'est pour ça que j'ai pensé à faire cette conférence. C'est l'anniversaire, on peut appeler anniversaire, c'est la commémoration de la mort de Saint-Exupéry. Vraiment un écrivain devenu très célèbre et qui a complètement mêlé son histoire de pilote, à sa vie d'aviateur. Alors, dans quel contexte est-ce qu'il vit, Saint-Ex? Saint-Ex est né en 1900. Et en fait, à cette époque, c'est le plein essor de l'aviation. Il est né en même temps que l'aviation. C'est le commencement des rassemblements, des grands meetings aériens à Reims, à Brescia. Il y a une foule absolument considérable qui se passionne pour ça et qui est aussi assez qualitative. Kafka, Wittgenstein, tout le monde est là, des milliers de gens. Pourquoi? Parce que, enfin, l'être humain va voler. C'est quand même le vieux rêve récurrent de l'humanité, réussir à voler. On sait qu'on peut marcher, on sait qu'on peut courir, on sait qu'on peut danser, on sait qu'on peut aussi aller dans l'eau, qu'on peut nager, qu'on peut faire tout ça, mais voler, ça reste impossible à l'homme. Donc au moment où on va le faire, grâce enfin à la science, au développement des technologies, grâce à l'imagination, grâce à l'audace, grâce à tout ça, les hommes ont enfin le ciel à portée d'elle. Alors, grâce à quelle énergie? Bien entendu, puisque c'est le thème de on va parler de l'énergie, grâce à l'énergie des premiers moteurs, parce qu'on n'a pas pu faire voler un seul plus lourd que l'air, tant qu'on n'a pas eu de moteur. Mais à ce moment-là, la grande énergie, c'est celle de l'esprit d'aventure, c'est la soif de savoir, la volonté, la détermination, c'est l'audace, c'est la capacité à prendre des risques, c'est en fait accepter l'incertitude de ne pas savoir, et tout ça porté par un enthousiasme au sens étymologique du terme, entheos, les dieux qui nous animent. Les dieux animent le cœur de tous ceux qui sont passionnés par cette nouvelle façon de vivre qui va être celle de pouvoir voler. Il s'ouvre vraiment une nouvelle énergie absolument énorme. Et à peine née, l'aviation va prendre une allure olympique.
toujours plus vite, toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus loin. Il va y avoir une grande réussite. Les pas franchis, c'est vraiment des pas de géants. 1903, premier vol. 1909, très peu de temps après, les records se succèdent les uns à les autres. 1909, la première traversée de la Manche par Blériot, qui est un événement majeur, parce que l'Angleterre n'est plus une île. Et en fait, 60 ans plus tard, c'est-à-dire quand même rien dans l'histoire de l'humanité, c'est une grande rapidité par rapport à ça, 60 ans plus tard, la même année, 69, on va voler, on a traversé la Manche à faible vitesse, très péniblement. La même année, le 747 va voler 500 personnes dans le même avion. Le Concorde va aller à New York en 3 heures, inimaginable. On va marcher sur la Lune. Qui aurait pu imaginer un développement pareil? Certainement pas Blériot. Antoine, lui, le petit Antoine, il a eu au milieu de tout ça, dès 1906, il est au courant de tout ça dès son plus jeune âge. À 1912, il ment un peu en disant qu'il a le droit de prendre son baptême parce qu'il va en vélo tous les jours, voir voler les avions près de chez lui. Et il va prendre son baptême de l'air et c'est une forme de révélation. Il sait qu'il est passionné déjà et qu'il volerait. L'année qui suit son baptême de l'air, 1913, premier looping, quand même quelque chose d'extrêmement important, qui va dire qu'avant on ne savait pas voler, on ne savait pas piloter. On traverse la Méditerranée. En fait, c'est un développement qui est déjà très très important. Et puis, déclaration de la Première Guerre mondiale, et là tout va changer de rythme. À l'ouverture, à l'entrée en guerre, la France possède 218 avions. Pendant ces 4 ans, elle va en construire 50 000 à peu près. Les chiffres ne sont pas tout à fait à 1000 près, mais c'est à peu près ça. Et à la fin de la guerre, il en reste quand même 5 900 qui se retrouvent du jour au lendemain inemployés. Donc, que faire de tous ces avions? Que faire de tous ces excellents pilotes qui ont combattu et qui ont découvert l'utilité opérationnelle de la voltige, qui ont vraiment appris à piloter, les avions qui se sont mis à aller plus vite, qui sont un peu plus solides, c'est déjà mieux. Donc il y a 2 voies. Une partie va commencer les grands meetings aériens, les démonstrations, les cirques aériens. Il faut lire Pylone de Faulkner, qui représente ces gens qui se promènent en faisant des baptêmes de l'air et la foule est émerveillée par ce qui se passe. Mais plus sérieux, il y a une deuxième voie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du transport avec tous ces avions. Et Pierre-Georges Latécoère, qui est un industriel brillant, qui a construit une quantité d'avions Samson, s'associe avec son ami Beppo de Massimi, et ils ont l'idée d'imaginer une ligne France-Amérique du Sud, parce que ce sont des gens sérieux, c'est pour les grandes personnes, dirait le Petit Prince. Ce sont des gens qui pensent, et ils ont raison, qu'il y a une énorme possibilité d'affaires commerciales et financières sur cette ligne. Il y a un gros trafic, donc il y a beaucoup de courriers. Et le courrier, à ce moment-là, met 3 semaines à arriver. Donc, si on arrivait à faire voler les avions et transporter ce courrier par avion, on diminuerait de moitié. On n'imagine quand même pas mettre moins de 10 jours pour aller en Amérique du Sud. Et la célèbre phrase de Pierre-Georges Latécoère est très connue, puis je l'aime beaucoup parce que elle montre bien l'état d'esprit qui règne à ce moment-là. Vous voyez, les calculs de mes ingénieurs sont formels, nous avons tout refait. Ce que nous voulons faire est absolument impossible, donc il nous reste une seule chose à faire, on y va. On va définir un délire comme une erreur de la pensée, une fausse croyance ou conviction, basée sur des déductions erronées de la réalité externe, supposée commune, erreur à laquelle la personne est fortement attachée, malgré le décalage avec les convictions de la plupart des autres, résistant aux preuves du contraire. En outre, la conviction n'est pas acceptée par les autres membres de la même culture ou sous-culture. C'est à la fois très simple comme définition,
Mais c'est un vrai casse-tête dès le moment où un des points de cette définition est problématique. Par exemple, la distinction entre un délire mystique et une croyance religieuse n'est pas du tout évidente à délimiter. Je rappelle aussi, pour ceux qui ne sont pas dans le domaine de la santé mentale, que le délire, c'est donc quelque chose qui se joue au niveau des idées, et que l'hallucination, c'est quelque chose qui se joue au niveau des perceptions, auditives ou visuelles, qui seraient sans objet. Deuxième étape, qu'est-ce qu'un délire paranoïaque? Des délires, donc des idées erronées. En psychiatrie, on en trouve toute une série. Pour les plus fréquentes des situations, on en trouve dans la schizophrénie, dans la mélancolie, dans l'état maniaque, dans les bouffées délirantes et dans la paranoïa. Ce délire, puisqu'il s'agit d'idées, peut avoir plusieurs contenus. On a ainsi des délires de grandeur, des délires mystiques, des délires érotomanes, de jalousie, de ruine, etc. Les thèmes sont variables quasiment à l'infini, mais sont souvent des grandes catégories qu'on retrouve. Ce qui est typique dans le délire paranoïaque, c'est le contenu souvent persécutoire. Henri Hay, déjà, différenciait le délire du schizophrène de celui du paranoïaque en comparant le premier au mythe, c'est-à-dire qu'il est rempli d'imaginaire, il est plus fantasque, il est bizarre, il est parfois incohérent, et en comparant le second au roman. Il est structuré, il est systématisé, il y a une intrigue, il y a des personnages clés. Ce délire paranoïaque que les psychiatres du siècle passé, les psychiatres du siècle passé se sont aperçus qu'il apparaît sur une personnalité paranoïaque. Donc on a la personnalité, qui est une sorte de terrain, de terreau, et le délire qui parfois se surajoute. Cette personnalité, elle est caractérisée par quelques éléments tout à fait classiques, qu'on retrouvera facilement. On a la méfiance, évidemment. On a la rigidité et l'hypertrophie du moi, ce qu'on pourrait nommer autrement l'orgueil, une forme d'orgueil. Et on a la fausseté du jugement. Alors l'orgueil et la rigidité ce sont des gens qui ont une haute estime d'eux-mêmes, qui sont très jugeants, qui sont convaincus d'être dans leurs droits. La méfiance, c'est le soupçon d'intention malveillante, c'est une forme de susceptibilité, sont des personnes qui vont rapidement en référer aux lois ou aux règlements. Il y a ce besoin d'un tiers. Et la fausseté du jugement consiste dans le fait que le paranoïaque va partir de prémices fausses, tout en maintenant des déductions logiques. On a donc quelque chose de particulier, ça n'est pas tout à fait cognitivement problématique. Je vais vous donner un exemple. Je rentre dans mon bureau en toussant. Un patient paranoïaque pourrait penser que je me moque de lui et en déduire que si je fais ça, c'est parce que j'ai envie qu'il quitte mon bureau. Donc il y a une prémisse qui est fausse et il y a tout un raisonnement qui va s'enchaîner de façon relativement logique. Et donc parfois, mais pas toujours, sur ce terreau, va se développer un délire. Plutôt insidieusement, on va avoir une progression à partir d'une intuition, d'un doute, d'une suspicion, d'un événement qui va venir révéler quelque chose. Ce point de départ, là où les choses commencent à décompenser, ça n'est pas un problème cognitif. On n'a pas d'emblée le délire qui va apparaître. On a quelque chose qui est plutôt de l'ordre d'une sensation, on pourrait dire de l'ambiance, de l'atmosphère. Le paranoïaque sent que quelque chose ne va pas. Et donc ce délire ne va pas apparaître soudainement, out of the blue. Il va se développer. Ce système, ce développement lent et insidieux va donner naissance à un système, dans le pire des cas, un système délirant, durable, qui va résister au changement. Il y a une conservation de ce système, tout en gardant une forme de clarté dans les pensées, dans la volonté et les actions.
le paranoïaque n'est pas complètement fou. On pourrait dire qu'il y a une forme de folie qui est sectorisée. Évidemment, vous vous en doutez bien avec le tableau que je viens de dresser, ces sujets sont rarement demandeurs de soins spontanément, bien que la souffrance subjective soit très grande, ce qui justifie vraiment le fait de s'y intéresser. Ils sont peu demandeurs car la responsabilité, elle est structurellement vécue comme externe. S'il leur arrive quelque chose, c'est de la faute des autres. Donc tous les 4 ans, les mathématiciens et mathématiciennes se rencontrent, racontent un peu ce qui s'est passé dans les 4 dernières années, en profitent pour décerner, comme vous savez peut-être, les médailles Fields. Et puis en 1900, Hilbert avait proposé, lors du congrès mondial de l'époque, qui était à Paris, une liste de problèmes qui lui paraissaient des problèmes importants à résoudre pour les années ou voire le siècle à venir. Et dans ces 23 problèmes qu'il a proposés, bon, certains sont devenus peut-être moins intéressants aujourd'hui, ils sont un petit peu passés de mode, d'autres ont été résolus et d'autres non, sont encore ce qu'on appelle des problèmes ouverts en mathématiques. C'est un problème qui a été bien posé, on connaît la question, mais on ne sait pas y répondre complètement. Et donc la question qu'a posée Hilbert, vous voyez Hilbert ici sur le diapositive, c'est exactement ce que je vous ai dit, essayer de faire un lien entre la mécanique, enfin, la description atomistique des fluides, des équations des atomes, et la description macroscopique, la dynamique des fluides, des équations de Navier-Stokes. Encore une fois, ces 2 équations décrivent la même chose. Je vous ai montré ces 2 équations, elles ne se ressemblent pas du tout. Pourquoi est-ce que les 2 décrivent la même chose à des échelles différentes? Donc la question qu'on se pose, d'un point de vue mathématique, c'est un passage de Newton à Navier-Stokes. Et en fait, Hilbert, dans sa question, a dit « Vous pouvez utiliser le livre de M. Boltzmann pour vous aider ». Alors c'est plus que le livre de M. Boltzmann, c'est l'équation de M. Boltzmann que je ne vais pas vous écrire aujourd'hui, qui est une équation tout aussi importante que celle de Navier et de Stokes, et qui essentiellement est une étape intermédiaire entre les atomes et les fluides. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut aller de Newton à Boltzmann, de Boltzmann à Navier-Stokes, pour qu'on ait une description complète et cohérente des fluides. Alors la réponse est, on peut effectivement démontrer des théorèmes. Je ne vais pas l'écrire ici, c'est pas le but, mais Lanford, au milieu des années 1970, a démontré un théorème qui dit, si vous prenez un gaz qui est régi par ces équations de Newton que j'ai écrites au tableau, vous supposez qu'il y a énormément de particules, parce qu'un fluide, c'est pas juste 2 particules, c'est 10 puissance 24 ou plus particules, donc vous supposez qu'il y a beaucoup de particules. Vous supposez qu'initialement, elles sont indépendantes, elles vivent une vie complètement indépendante, à un temps 0. Vous laissez le temps évoluer, et effectivement, la densité de particules, dans un certain sens, va vérifier l'équation de Boltzmann. C'est un théorème qui a des défauts dont on reparlera, mais c'est un théorème qui a été établi en 1975 et qui répond partiellement à la question de Hilbert. Maintenant, est-ce qu'on peut aller de Boltzmann à Navier-Stokes? Là aussi, la réponse est oui. Il y a plusieurs théorèmes qui ont été démontrés au cours du temps par plein de gens. Donc là, il y a quelques-uns des acteurs les plus importants dans ce programme. Donc on pourrait dire, on a fini. Il y a Lanford qui sait aller des particules vers Boltzmann. Il y a ces 4 personnes et d'autres qui savent aller de Boltzmann vers Navier-Stokes. Donc la boucle est bouclée et on a répondu à la question d'Hilbert. Alors en fait, malheureusement, c'est un petit peu différent. Dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est que le théorème de Lanford est valable sur une échelle de temps qui est très 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 petite. Essentiellement, le théorème de Lanford cesse d'être valable. Ça ne veut pas dire qu'il est faux, mais juste on ne sait pas démontrer plus longtemps. Il cesse d'être valable à peu près quand une particule en a touché une autre, en moyenne. Ce qui pour un fluide n'est pas terrible, c'est un peu beaucoup de temps. Et du coup, on a un premier théorème de Lanford que beaucoup de gens essaient d'améliorer. Quand on arrivera à avoir un théorème qui est valable pour un temps très long, on pourra utiliser aussi ce résultat-là et répondre à la question d'Hilbert. Pour l'instant, c'est un problème vraiment ouvert et difficile, mathématiquement, de conclure à cette question. Donc, pour terminer sur cette partie de l'exposé, ce que je peux dire, c'est qu'on peut construire, je crois, une équation qui modélise le mouvement des atomes dans un gaz. Ça, c'est Newton, et tout le monde est à peu près certain que c'est des bonnes équations, et c'est jamais remis en cause. On peut construire de manière un peu plus phénoménologique peut-être des équations de la dynamique des fluides, c'est Navier et Stokes, c'est celles-là qui sont utilisées en pratique. Encore une fois, ces 2 équations modélisent la même chose à des échelles différentes, et la validité, le lien entre les 2, est encore un problème ouvert mathématiquement. Donc les physiciens, bien sûr, utilisent ces équations, les équations de Navier-Stokes, ils ont bien raison, parce que je pense qu'on est tous convaincus que ce sont les bonnes équations, mais cela dit, il n'y a pas de fondement mathématique rigoureux
à ces équations. Pas complet en tout cas. Alors maintenant, si on est d'accord que ces équations ont été construites, comme je vous ai dit, c'est pas tout ça d'écrire une équation, encore faut-il la résoudre. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, mais c'est pas parce qu'on a écrit une équation qu'il y a une solution. Par exemple, si je vous dis l'équation x carré égale moins 1, peut-être que certaines personnes ici vont dire il n'y a pas de solution à ça, parce que si je prends un nombre et je l'élève au carré, j'ai forcément un nombre positif en sortie. D'accord? Donc x carré égale moins 1, c'est pas possible, il n'y a pas de solution. Peut-être des gens qui ont fait un peu des études en mathématiques un peu plus longues vont dire si, en fait, on peut faire le produit de deux nombres et trouver un nombre négatif, il suffit de changer un petit peu de type de nombre qu'on regarde, on appelle ça les nombres complexes, et là, tout à coup, tout est possible. Donc, résoudre une équation, c'est se donner un cadre, hein, c'est se dire dans quel cadre de solution est-ce que je cherche à résoudre mon équation. Dans ce cas-là, je peux espérer la résoudre. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que j'écris une équation que j'ai une solution. Et donc, au XIXe siècle, typiquement, beaucoup d'équations sont arrivées, des équations de la mécanique des fluides, de la dynamique des ondes, enfin, il y a beaucoup d'équations de la physique et d'autres domaines des sciences qui ont été écrites. Et la question de la résolution de ces équations s'est posée tout de suite. Et pendant longtemps, on a cherché des solutions explicites, comme si, quand on est au collège ou au lycée, on nous donne une équation d'ordre 2, polynomiale à résoudre, on va écrire le discriminant, on va trouver une solution explicite, une formule. En fait, assez rapidement, les gens se sont aperçus que trouver des formules, c'est pas évident, c'est même pas sûr qu'il y en ait, en fait, une formule explicite. L'équation de Navier-Stokes que j'ai écrite, personne ne peut savoir s'il y a une solution qui s'écrit comme cosinus, je ne sais pas quoi, plus exponentielle ou autre chose. Une formule explicite, c'est pas du tout sûr qu'on va en avoir une. Et donc, graduellement, on a construit une théorie mathématique qui est la théorie de la résolution des équations aux dérivées partielles. C'est le jargon de ces équations-là. Qu'est-ce que ça veut dire que résoudre une équation, de construire une solution? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On peut déjà se dire, première chose, j'ai besoin qu'il y ait une solution. Si je donne à un physicien une équation et je lui dis il n'y a pas de solution, il va dire écoute, ça ne m'intéresse pas. Ça n'a aucun intérêt, une équation qui n'a pas de solution. Donc l'existence de solution, c'est un premier théorème qu'un mathématicien ou une mathématicienne va essayer de démontrer, c'est il existe une solution. Maintenant, si on retourne voir le météorologue, il va dire d'accord, il existe une solution, très bien, est-ce qu'il n'y en a qu'une? Parce que si, pour mon équation de Navier-Stokes, elle fournit deux solutions, laquelle je choisis pour savoir quel temps il va faire demain? Donc l'unicité de la solution, savoir qu'il y a une seule solution à une équation, c'est quelque chose de très important. Alors, ça a un nom, ça, en mathématiques, on appelle ça une équation bien posée, si elle a une solution et cette solution est unique. Et encore une fois, c'est quelque chose de difficile. Et en fait, même pour l'équation de Navier-Stokes, qui est encore une fois une équation que tout le monde utilise dans la pratique, celle-là ou bien des avatars, eh bien, malheureusement, c'est un problème ouvert, en général, de savoir s'il y a une solution unique à cette équation. Donc, des gens s'en servent, ils ont bien raison, parce que ça paraît être la bonne équation. Mais mathématiquement, je vous expliquerai un petit peu pourquoi dans une seconde, mathématiquement, encore aujourd'hui, on ne sait pas, en toute généralité, résoudre cette équation. Une image d'une galaxie très typique. Galaxie contient des milliards d'étoiles. Ce sont des structures vraiment fascinantes. Et au fait, on s'aperçoit que chaque galaxie contient un trou noir supermassif en son centre. Ce trou noir est très, très massif, mais il est tellement compact que si on fait le calcul, on s'aperçoit qu'il est à peu près 1 milliard de fois plus petit que la taille de la galaxie. Donc, il est petit comparé à la taille de la galaxie. Et quand les astronomes ont découvert ces trous noirs, ils se sont dit, OK, il est très massif, mais il est tellement petit, comment est-ce que il pourrait avoir un impact sur quelque chose d'aussi gros qu'une galaxie? C'est comme dire, est-ce que mon téléphone pourrait avoir un impact sur quelque chose d'aussi gros que la Terre? Donc, on s'était dit, probablement pas, mais c'était faux. Je vais vous montrer l'image qui m'a convaincue. Ça, c'est une image qui est sortie dans un communiqué de presse en 2007 de la NASA, qui montre une galaxie qui contient un trou noir supermassif en son centre, ainsi qu'une petite galaxie en orbite autour de cette grosse galaxie. Et cette grosse galaxie ici contient un trou noir supermassif qui est très, très, très compact, à peu près 1 milliard de fois plus petit que sa galaxie. Mais ce trou noir est actif. Par actif, ce que je veux dire, c'est qu'il est arrivé à capturer de la matière par sa gravité. Il a capturé la matière. La matière a formé le disque, comme dans le cas du trou noir précédent qu'on a vu. Et quand il forme ces disques deviennent très, très chauds, brillent, émettent plein de rayons X, mais il y a une autre structure qu'on aperçoit et qu'on ne comprend pas encore tout à fait, qui est assez mystérieuse. C'est la formation de ces jets
qui contiennent des particules très, très énergétiques, qui sont tellement énergétiques qu'ils voyagent presque à la vitesse de la lumière. Et je vais vous montrer une image du jet de la galaxie qui est ici. Donc, ce trou noir cette galaxie a un trou noir actif qui a des jets qui vont ressortir de la galaxie. Et on va les voir en bleu. Donc, ça, c'est la même image, mais par-dessus, ici en bleu, ce sont les jets, et il y en a un de l'autre côté aussi, qui proviennent du trou noir supermassif. Donc, rappelez-vous, ce trou noir est minuscule et 1 milliard de fois plus petit que la galaxie, mais il est tellement puissant qu'il est capable de produire un jet qui non seulement est en train de complètement détruire cette galaxie, mais est aussi en train de détruire la galaxie voisine. Et quand moi j'ai vu ça, en tant qu'étudiante, je me suis dit, si un trou noir est capable de détruire une galaxie entière, pour moi, c'était clair qu'il devait jouer un rôle très important dans l'univers. Et donc, c'est là que je me suis lancée pour justement comprendre quel est le rôle des trous noirs supermassifs dans l'univers. Pourquoi ils sont capables de faire ça? Pourquoi est-ce qu'ils sont capables de produire des structures aussi énergétiques qui sont capables de détruire des galaxies? Tout ça vient d'une équation vraiment simple qu'on connaît puis qu'on aime bien, E égale mc carré. Au fait, cette équation est vraie, mais il faut rajouter un petit facteur avant l'équation. Ce facteur, c'est ce qu'on appelle l'efficacité à transformer de la masse en énergie. Puis il s'avère qu'une des raisons pourquoi on pousse beaucoup le nucléaire, c'est parce que c'est une des façons les plus efficaces à transformer la masse en énergie. Okay, pour vous donner un ordre de grandeur, donc ça c'est l'efficacité pour les bombes nucléaires ou le nucléaire en général. Le Soleil est quand même un peu mieux, à plus d'efficacité que ce qu'on est capable de faire sur Terre. Mais les trous noirs, eux, sont les objets les plus efficaces dans l'univers de convertir la masse en énergie. Et c'est à cause de leur gravité aussi forte qui, en captant la matière, elle chauffe, elle brille, elle réémet plein d'énergie. Avec les jets aussi, tu réémets plein d'énergie dans ton environnement. Et donc, ça, c'est la raison pourquoi les trous noirs sont si efficaces. Si on revient ici, on va continuer notre voyage cosmique. Puis, je vous ai parlé des trous noirs supermassifs. On va se diriger vers les plus gros de l'univers. Où est-ce que ces trous noirs se trouvent? Au fait, ils se trouvent dans des endroits très particuliers dans l'univers. Et plus précisément, ils se trouvent dans ce qu'on appelle des amas de galaxies. Okay? Ça, c'est une super belle image. C'est la première image qui a été publiée au public par le télescope James Webb. Et donc, c'est le président des États-Unis qui a dévoilé cette image. On voit ici, en gros, un amas de galaxies. Chaque point blanc que vous voyez représente une galaxie qui appartient à cet amas. En gros, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'amas est fait de plein de galaxies qui, ensemble, par la gravité, s'attirent et forment cette immense structure. Souvent, ce qui arrive dans un amas, l'amas va contenir à peu près 1000 galaxies, tous prises ensemble par la gravité. Mais au centre de l'amas, il y a une immense galaxie. Okay? Et ça, c'est la galaxie centrale qui est, au fait, extrêmement vieille. C'est probablement les premières galaxies qui se sont formées dans l'univers. Ces galaxies étant très, très vieilles, ont eu le temps de grandir et de grandir et de grandir. Elles vont contenir un trou noir supermassif au centre qui, ce qu'on s'aperçoit, c'est que plus la galaxie est grande, plus le trou noir supermassif au centre est massif aussi. Et donc, ce sont ces galaxies qui vont contenir les plus gros trous noirs supermassifs de l'univers. Puis, je vais vous montrer ici un exemple de la puissance de ces objets. Donc, ça, c'est un de mes objets préférés que j'étudie depuis plusieurs années. C'est un amas de galaxies qui s'appelle l'amas de Persée. Et ça, c'est sa galaxie au centre de l'amas. Donc, immense galaxie. Pour vous donner un ordre de grandeur, la petite galaxie que vous voyez ici, c'est un dessin. Ça montre la taille de la Voie lactée, qui est notre galaxie. Okay? Donc, imaginez, ça, c'est notre galaxie et on a ces grosses, immenses galaxies qui sont beaucoup, beaucoup plus grandes que notre propre galaxie, la Voie lactée. Et au centre, on a un trou noir supermassif, mais parmi les plus massifs qui existent. Et ce que je vais vous montrer dans la prochaine image, c'est la même image ici, mais vue avec un autre télescope qui, au lieu de montrer la galaxie, montre le gaz qui se trouve autour de cette galaxie. Okay? Il s'avère qu'il y a beaucoup, beaucoup de gaz qui entourent les galaxies. Et si on regarde de quoi ça a l'air,
ça a l'air de ça. Okay? Donc, ce que vous voyez en bleu, c'est le gaz qui entoure la galaxie. Et ça, c'est une image qui a été faite avec le télescope Chandra dans les années début 2000. Le télescope a été lancé en 99 et c'était le premier télescope qui pouvait voir de manière détaillée ce gaz. T'sais, avant, on pensait que c'était tout uniforme, qu'il n'y avait pas de structure. Mais là, le télescope arrive, prend une image, puis nous dit qu'il y a énormément de structure. C'est quoi ces choses-là qu'on voit? Ces bulles, okay? Ça ressemble à des bulles d'air, au fait. Ça provient du trou noir supermassif, qui est au centre, qui est en train de former ces jets ultra puissants. Et ces jets ont tellement d'énergie qu'ils sont littéralement en train de repousser tout le gaz de son chemin. L'exemple que j'aime donner ici, c'est, on vient du Québec, ok? On a beaucoup de neige pendant l'hiver. Rappelez-vous l'énergie que ça prend pour déneiger votre entrée de garage. Okay? Ça prend beaucoup d'énergie de faire ça. Imaginez un objet qui déneige, qui enlève tout le gaz, mais à l'échelle d'une galaxie au complet. Ça, c'est la puissance des trous noirs. Puis pour vous donner un chiffre de qu'est-ce que ça représente, okay? Donc ça, c'est, au fait, j'ai fait un calcul. J'ai pris notre Soleil, okay, qu'on adore ici, qui garde notre planète chaude. Puis j'ai fait un calcul, je me suis dit, au cours de toute sa vie, okay, le Soleil va vivre à peu près 10 milliards d'années. Au cours de toute sa vie, combien d'énergie est-ce qu'il aura émis? Okay, le Soleil est chaud, il bouillonne d'activité, il émet beaucoup d'énergie. Donc, en faisant ce calcul, on s'aperçoit que c'est à peu près ce chiffre-là, équivalent de bombes atomiques en énergie, au cours des 10 milliards d'années. Il y a 28 zéros là-dedans. Ce chiffre s'appelle un octillion, si vous êtes curieux. Et donc, ça, c'est la quantité d'énergie associée avec notre Soleil, mais au cours de toute sa vie. L'énergie associée avec une seule de ces bulles qui a été formée par le trou noir très rapidement, donc en une fraction de la vie du Soleil. L'énergie contenue là-dedans, il y a 37 zéros là-dedans. Ça s'appelle un décillion. Okay? Et donc, ce trou noir est capable de produire cette quantité d'énergie phénoménale. Et au fait, ça, c'est juste une bulle. Au cours de toute sa vie, il va en produire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Okay? Et donc, c'est ça qui fait que souvent, je dis que les trous noirs, c'est comme les cœurs battants des galaxies. Ils vont faire circuler plein de choses, réémettre de l'énergie. En gros, ils gardent les galaxies chaudes au cours de toute leur vie. C'est ça qu'on s'aperçoit du rôle des trous noirs. Par rapport à la question de l'énergie, il y a beaucoup de scientifiques au fait, qui se sont penchés sur cette question. Est-ce qu'on pourrait un jour extraire l'énergie d'un trou noir, étant donné qu'ils sont les objets les plus efficaces à transformer masse en énergie? Et donc, il y a plusieurs articles qui ont, en gros, pris les jets qu'on a vus. Donc, on a vu qu'un seul jet qui produit une seule bulle produit une quantité phénoménale d'énergie. Et donc, il y a plusieurs articles qui ont dit, on pourrait s'approcher du trou noir et aller extraire cette énergie qui provient des jets. Ça, c'est basé sur un processus de Blandford-Znacek qui a été proposé dans les années 80. Donc, ça, c'est une façon. Il faudrait, bien sûr, survivre aux alentours du trou noir puis être capable d'extraire cette énergie. Mais je vais vous montrer une autre façon super intéressante. Puis, j'ai mis ici en emphase le mot durable. Okay, parce que c'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant. Puis c'est le côté durable des trous noirs que je trouve fascinant. Donc, allons-y. Alors, voici ce que j'avais montré au début de la conférence. C'est une représentation de à quoi ressemble un trou noir. On a la singularité qui contient toute la masse. Puis, on a cette région dans laquelle rien ne peut s'échapper. Je vous ai menti, au fait. Ce que j'ai pas mentionné, c'est que ça, c'est vrai pour un trou noir qui ne tourne pas sur lui-même. Ça, c'est ce que la relativité générale prédit pour un trou noir qui ne tourne pas sur lui-même, qui est immobile. Si le trou noir tourne, il y a quelque chose de super intéressant qui arrive, selon la relativité générale, c'est que la singularité ne devient plus un point, ça devient un anneau, qu'on appelle la ringularité. Et en plus de ça, il y a une structure qui apparaît, qu'on appelle l'ergosphère. C'est quoi cette ergosphère? Au fait, on a notre trou noir ici avec son horizon qui tourne. Okay, donc, imaginez le trou noir qui tourne. Et au fait, la gravité est tellement forte, le trou noir est tellement fort
en tournant, ce qui va arriver, c'est qu'il va forcer tout l'espace et le temps autour de lui de tourner avec lui. Et c'est ce qui est représenté par l'ergosphère ici. C'est la région qui, à cause de cette gravité tellement forte, cette région est entraînée avec le mouvement du trou noir. Et il y a quelque chose de vraiment intéressant qui arrive avec cette région, qui a été proposé dans les années 70 par Roger Penrose, donc un scientifique très connu qui a beaucoup travaillé sur les trous noirs. Il s'est dit, pour ces trous noirs, qui sont en fait la majorité des trous noirs, si tu avais initialement une certaine masse, okay, donc on va imaginer qu'il y a une civilisation qui s'établit proche d'un trou noir, ce qui a été proposé par plusieurs articles scientifiques, et ils se sont dit, si cette communauté ici arrivait à délaisser des déchets. Donc, imaginez que cette boule bleue représente des déchets qui vont lancer vers le trou noir. Ces déchets ont une énergie initiale qui leur sont associée avec leur masse. Et ce qui arrive, c'est que dans ce processus-là, si tu prends cette masse-là et que tu la divises en deux, et que la première partie rentre dans le trou noir, une fois que ça traverse l'horizon, il n'y a rien qui peut s'échapper. Il n'y a rien qui peut s'échapper de la gravité, c'est perdu à jamais. Mais ce que ce processus prédit, c'est qu'à ce moment-là, la deuxième partie peut ressortir du trou noir. Et en plus, ce qui est vraiment fascinant, c'est que ce processus prédit que cet objet qui ressort a une énergie plus grande que l'énergie initiale. Et donc, non seulement qu'il n'y a aucune perte, mais il y a un surplus d'énergie. D'où provient cette énergie? C'est que quand de la matière rentre dans cette ergosphère, elle peut capturer cette énergie de rotation et l'amener avec elle. C'est un processus très bien documenté par la relativité générale. Et selon les calculs, l'énergie ici serait l'énergie initiale plus à peu près 20%. Donc, ça serait une façon très propre il n'y aurait pas de perte, il y aurait un surplus d'énergie. En plus que la moitié est allée dans le trou noir, donc c'est une façon de défaire des déchets aussi. Et donc, je vais vous laisser ici, mais juste pour terminer, je vais raconter au fait une anecdote historique. Okay? Quand on regarde ça, on se dit, OK, c'est intéressant, mais présentement, on n'a aucunement la technologie pour exploiter ce type de processus, ne serait-ce que d'aller vers un trou noir. Et donc, oui, c'est intéressant, mais ça semble tellement farfelu que peut-être que dans quelques centaines, voire milliers d'années, on serait capable, mais pour l'instant, c'est pas possible. Puis l'anecdote historique que je vous raconte par rapport à ça, c'est en 1915. Qu'est-ce qui arrive en 1915? Il y a un papier qui est publié, super important, par Einstein. C'est son papier sur la relativité générale. Sa relativité générale, c'est décrit en gros, c'est quoi la gravité, comment la gravité fonctionne. Une année après que son papier est publié, il y a un scientifique qui s'appelle Carl Schwarzschild qui joue avec les équations et qui s'aperçoit au fait que, selon ces équations, on devrait pouvoir avoir des objets qui ont une gravité tellement forte que rien ne peut s'échapper. Il prédit l'existence des trous noirs, en gros. Mais la communauté scientifique, incluant Carl Schwarzschild et Einstein, disait « Mais ça se peut pas que l'univers crée des objets aussi extrêmes que ça. Ça se peut juste pas. » En même temps, dans les mêmes années, il y a plusieurs scientifiques qui continuent à jouer avec les équations et qui prédisent qu'au fait, il y a des ondes gravitationnelles qui devraient être produites par des objets avec une masse et en mouvement. Mais dans 1915-1920, toute la communauté scientifique, incluant Einstein lui-même, disait « OK, c'est intéressant, mais on n'aura jamais la technologie. Ça va prendre des centaines, voire milliers d'années pour avoir cette technologie, pour détecter ces ondes gravitationnelles. » Et on se retrouve maintenant que non seulement on a la preuve que ces trous noirs existent de manière hors de tout doute, mais on a aussi développé une technologie qui a été capable de détecter les ondes gravitationnelles en seulement à peu près 100 ans. Et donc, je me dis, oui, ça a l'air comme absolument farfelu, puis on se dit peut-être dans quelques centaines, milliers d'années, mais on pourrait être surpris que peut-être ça va arriver plus vite qu'on pense.